Projet de loi, troisième lecture, Bills, third reading, number 1, C-29. Sénatrice Audette. Madame la Présidente, merci beaucoup. Kieni Puhugadot today Inototasiwa, le peuple Anishinaabe, merci de m'accueillir chez vous à tous les jours. Et ce pour longtemps, j'espère, le temps de vivre mon expérience en tant que sénatrice. Merci aussi aux collègues sénateurs et sénatrices. Alors, je prends la parole, enfin, aujourd'hui, avec vous, pour échanger, discuter sur le projet de loi C-29, la loi prévoyant la constitution d'un Conseil national de réconciliation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de retracer, moi j'aime beaucoup l'histoire, de ce qui a été fait ici dans cette Chambre, de ce que vous avez fait, bien avant que certains d'entre nous arrivent. Et comme vous avez peut-être entendu dans mon discours inaugural, j'aime beaucoup parler des perles, du portage, du chemin de guérison, et ainsi de suite. Alors, chaque perle que nous déposons a quelque chose de précieux qui permet à guérir, donc le chemin vers la réconciliation, la guérison, mais aussi la construction d'une nouvelle relation, sinon de maintenir celle qui est déjà en place, mais bien sûr basée sur le respect, le partenariat et la reconnaissance des droits. En 2007, nous étions tous très vivants et très vivantes. Pour ceux et celles qui se souviennent, nos leaders, nos membres de famille, les personnes qui ont été affectées par les pensionnats ont travaillé très fort pour arriver à un règlement relatif aux pensionnats indiens qui vise la réparation et qui contenait plusieurs dispositions, dont celle de mettre sur pied une commission de vérité et réconciliation. Et on parle bien sûr de faire des excuses. Alors ce sont ces leaders-là, ces gens de ce moment que je tiens à dire merci beaucoup pour votre courage et votre détermination pour nous permettre aujourd'hui de continuer ce que vous avez entamé. Donc, un nouveau départ pour aller de l'avant, et ça en partenariat, en collaboration. Ensuite, en juin 2008, les excuses du premier ministre Stephen Harper. Pour beaucoup d'entre nous, et pour ma part, elles étaient importantes. Elles étaient plus que symboliques. Elles venaient mettre des mots à nos mots à nous, à plusieurs souffrances, qui disait dans son message, et je vous invite à le relire aussi, il est accessible, aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits, relativement à ceux et celles qui ont vécu les effets des pensionnats ou les sévices dans les pensionnats, et je vais citer son message, une partie de son message. Le gouvernement reconnaît que l'absence d'excuses a nui à la guérison et à la réconciliation. Alors, au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens et Canadiennes, je me lève devant vous dans cette chambre si vitale à notre existence en tant que pays pour présenter nos excuses au peuple autochtone pour le rôle joué par le Canada dans les pensionnats indiens. Fin de la citation. Ensuite, quelqu'un qu'on a côtoyé et qu'on a connu en 2015, notre ancien collègue, sénateur honorable Murray Sinclair, qui était, lui, accompagné des anciens commissaires, Wilton Littlechild et Mary Wilson. Ils ont déposé leur rapport. Ils ont rendu ça public. Et beaucoup d'entre nous étions sur place. J'étais sur place. Alors, on se souvient. Et comme l'explique l'ex-commissaire Mary Wilson de la CVR lors d'une étude ici au comité APA en 2018, elle expliquait, je cite, « Nous avions mené une vaste consultation auprès des Autochtones, la plus vaste de toute l'histoire du Canada, laquelle comprend notamment 130 ans où le Canada a forcé les enfants autochtones à étudier dans des pensionnats. Nous avons publié les résultats de nos travaux en 10 volumes. Ils étaient fondés sur 300 jours d'audience publique dans toutes les régions du Canada, d'un océan à l'autre. Ils se fondaient aussi sur une dizaine de rapports de recherche que nous avions commandés et sur des centaines de sources documentées, une liste exhaustive. » Elle rajoute aussi, « Surtout, nous avons fondé nos conclusions sur près de 7000 témoignages d'anciens élèves qui ont passé leur enfance dans l'un des plus de 150 pensionnats gérés par l'Église et financés par le gouvernement. Ces personnes ont été isolées de leurs terres traditionnelles, de leurs fondements culturels, séparées de leurs proches et privées du dévouement et de la protection
et de l'amour des parents. Fin de la citation. Ensuite, le premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré, après avoir reçu le rapport final de la CVR, et je cite, « Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur d'accepter le rapport final de la Commission. J'ai le très grand espoir que ce rapport et ses conclusions aideront à apaiser la douleur causée par le système des pensionnats indiens et à rétablir la confiance perdue depuis si longtemps. » Fin de la citation. Ensuite, votre travail. En juin 2021, le 3 juin pour être plus précise, vous avez adopté un projet de loi, C5, afin d'établir la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Et lors du processus législatif menant à la sanction royale de ce projet de loi, qui répond lui aussi à l'appel à l'action 80 de la CVR, notre collègue sénateur Francis s'est exprimé ainsi, et je le cite. « Honorable sénateur, la Journée nationale de vérité et de réconciliation ne constitue qu'une étape. Cependant, c'est la somme de toutes nos actions individuelles et collectives, de tous les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation qui, une fois mis en œuvre, mèneront à une nouvelle normalité. En suivant cette voie, notre pays continuera de progresser dans la bonne direction. » Fin de la citation. Toujours dans cette Chambre, chers collègues sénateurs et sénatrices, vous avez adopté la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones qui donne, ici, suite aux appels 43 et 44 de la CVR. Et bien sûr, vous avez emboîté le pas avec la loi modifiant la loi sur la citoyenneté qui répond, celui-ci, à l'appel 94. Alors, il y a des choses qui se sont passées et c'était important pour moi de les exprimer. It has been nearly 8 years, I would say, since the Truth and Reconciliation Commission released its final report and 94 call to action. This call to action presents a pathway, and I would say also a roadmap for all levels of government, no matter where we are, where we live, all levels of government. It could be municipal government, provincial, territorial, could be the education sector, private sector, health, everywhere in this country. We're all responsible to do something. So for me also, it's very important to remind ourselves that it's to ensure that Indigenous people, that we are respected, valued, and of course, included for today, tomorrow, and the next generation to come. C'est ce que le projet de loi C-29 vous propose, visant à établir un Conseil national de réconciliation, une perle de plus, une action de plus, à se donner pour assurer qu'on puisse réaliser ici au Canada les progrès significatifs sur ce chemin commun qui est la réconciliation. Ce projet de loi va répondre aux appels à l'action 53 à 56 du rapport de la Commission de vérité. Il va créer un Conseil national mandaté à surveiller les progrès en matière de réconciliation, mais aussi émettre des rapports et des recommandations à ce sujet. Ça va permettre aussi, conformément à un plan d'action pluriannuel, de faire de la recherche. La recherche est importante, les données sont importantes, et d'arrimer les savoirs et des sciences des deux grands, je vous dirais, autochtones et bien sûr occidentales, elles vont être importantes pour faire progresser la réconciliation. Mais c'est aussi dans l'espoir de proposer des politiques, de proposer des nouvelles façons de faire et des programmes pour sensibiliser les gens qui sont à l'extérieur des appareils gouvernementaux. L'ex-commissaire de la Commission de vérité et réconciliation, Mary Wilson, qui est venue témoigner lors de l'étude tout récemment, elle nous a rappelé ceci, et je la cite. « Nous savons tous, je l'espère, que nous avons perdu plus de la moitié des survivants qui étaient encore vivants au moment où on a déposé le rapport. Toutes ces années plus tard, nous ne parvenons toujours pas à dire si la situation s'améliore ou empire. De quelles sources d'inspiration pouvons-nous tirer des leçons? Quelles sont les choses décourageantes qui se détériorent auxquelles on devrait prêter plus attention? Le Conseil national est donc, comme nous l'avons dit alors,
essentiel. Donc, fin de la citation. So this bill, the journey of this bill has been very, very long. And remember, when I started to sponsor, we say, I guess, in English, or to embrace, I would say in my own word, this bill, I was with a group. And now I wear another pair of moccasins, but my passion, feeling, or emotion are the same. We have to remind the people that were involved before us, who worked on this, are key people. I would say thank you, of course, to the people who provided their knowledge, passion, or expertise, which is the interim board and the transitional committee. Remember this, they were and still today independent, Indigenous-led. We've been asking for this. So Indigenous-led, who were key in this process. So I want to say thank you for all your hard work. And of course, ce projet de loi-là, si on se souvient, il y a presque un an déjà, le 1er décembre 2022, a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. Alors, je tiens à dire merci à tous ceux et celles des partis politiques et des gens en comité d'avoir travaillé sur ce projet de loi. Merci. Et merci, bien sûr, à mes collègues ici, membres du comité APA. Alors, ça a été une expérience pour tous et toutes. Je ne peux pas parler en votre nom, bien sûr, mais nous avons quand même reçu 52 témoins, des gens qui ont accepté de venir nous voir, qui ont accepté de nous partager leurs préoccupations, leurs visions ou leur désir d'aller plus loin, de faire en sorte que le projet de loi avance. C'est aussi plusieurs heures d'études, bien sûr, et sans compter toutes les mémoires qu'on va avoir reçues et les réponses écrites. Vous vous souvenez, c'était difficile, mais nous l'avons fait et j'ai confiance. Alors, merci à toutes ceux et celles qui sont venus nous partager encore une fois leur vérité. Grâce à leur témoignage, ça a soulevé des observations entre nos collègues. Ça a permis des échanges constructifs entre collègues du comité APA, entre sénateurs, mais bien sûr de proposer des façons pour renforcer le projet de loi. So, following Royal Assent, the first step for establishing the National Council for Reconciliation, of course, will be to establish its board of directors between 9 and 13 people who have knowledge and experience, and also experience with Indigenous people and the work of the Council. The Minister of Crown Crown Indigenous Relations and the le Comité transitionnel, excusez-moi, would jointly select the first circle of people. And it would form the first board of directors with a composition of no less than 2/3 being Indigenous people. A place where it was very sensitive. And I think it's important that I'll say this in French, parce que mon French will be more comfortable, to do un peu de pédagogie ici. Les organisations détentrices de droits. Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme Innu, une femme québécoise? Je porte mes deux cultures. Alors, si on regarde ici, ma communauté, c'est Uashat Makmaliotenam. Mon conseil de bande, si on utilise le jargon de la loi sur les Indiens. Notre chef va participer, s'il le désire, que je vote ou pas pour cette personne-là. C'est notre forme de gouvernance. Alors, je respecte ça. Et ensuite, peu importe où on habite, peu importe le lieu de résidence. Et ensuite, notre conseil de bande, nos élus peuvent participer à l'Assemblée des chefs du Québec et du Labrador, qui, elle aussi, peut participer, toujours à notre discrétion, c'est nous qui avons ce pouvoir-là, les élus des communautés, de participer à l'Assemblée des chefs. Donc, c'est ça quand on parle d'organisations qui sont détentrices de droits. Nous mandatons. Comme dans la démocratie au Canada, vous avez l'opportunité d'adhérer à un parti politique ou à un mouvement social. C'est votre droit individuel. Alors ça, c'est très important quand on parle de ces organisations-là. Elles ont été sensibles par rapport à comment on allait organiser ou proposer ce conseil d'administration-là.
Alors, dans cette sensibilité-là, bien sûr, des échanges vont se faire pour s'assurer justement que les Inuits, les Métis et les Premières Nations, sous ces organisations politiques et détenteurs de droit, puissent nommer des gens sur le conseil d'administration. Ensuite, on a eu beaucoup de commentaires et d'échanges sur assurons la présence de femmes, d'hommes, jeunes et moins jeunes, de gens qui habitent et vivent le Nord, de gens qui ont des connaissances, des expansionnaires ou ceux et celles qui sont la deuxième génération. Alors tout ça, quand on regarde le projet de loi, dans sa disposition où qui peut devenir membre et être nommé pour être membre, on les retrouve. Elles sont présentes. Et bien sûr, elles sont présentes et aussi pour ceux et celles qui vont parler français comme deuxième langue ou première langue. Les nations autochtones au Québec, certaines d'entre elles, c'est le français. Alors, on s'assure aussi d'avoir un espace pour ces gens. Et, bien sûr, pour ceux et celles qui veulent maintenir leur langue autochtone. Donc, c'est un exercice qui va être important pour le conseil d'administration de s'assurer que cette mosaïque ou cette expertise qui vient de différents territoires et de différents milieux soit autour de ce grand cercle. Et bien sûr, je veux juste dire, pour ceux et celles qui étaient présents, si vous vous souvenez, de M. Case, qui fait partie du comité de transition avec sa veste pleine de perles. Mais pour cette fois-ci, je vais juste soulever un commentaire super important. Et je vais le paraphraser. Il nous a dit à un moment donné, « Ne laissons pas la perfection être l'ennemi du bien. » Alors, la compréhension des « on commence quelque chose », ce n'est pas parfait, mais c'est fondamental, c'est important. Alors, une fois que le conseil d'administration va être choisi, bien sûr, tout le côté technique va être important pour incorporer cette organisation-là sous la loi des organisations à but non lucratif pour qu'elle puisse obtenir son statut à but non lucratif. Mais ça va donner aussi un statut juridique qui va lui permettre d'avoir des contrats. Je sais ici que la plupart d'entre nous, on a œuvré dans ces organismes-là à but non lucratif. Donc, on peut avoir notre propre nom, on peut aussi avoir des contrats, signer des contrats, mais surtout, dans ce cas-ci, être à l'extérieur de l'appareil gouvernemental. Car c'était un appel à l'action très important de la CVR de s'assurer que l'organisation joue un rôle indépendant. Alors, il faut le ressouligner, ça pour moi et bien des gens qui ont suivi les travaux, l'importance de l'indépendance. And also in their testimony witnesses, the witnesses raised concern over funding, the lack of funding, or what about the funding, and the annual funding for the council in Bill C-29. So that is an important point that I want to raise here. And it's something that, sorry, more English again, but we were concerned as APA member of this committee, and we want to make sure that it is also in the report as an observation. And I think I wasn't there during that study that day when the minister came and that question was raised. But we also know, before I go to what the Minister Anand Dazangari said about the funding, that in the budget 2019, on parle de 126,5 millions pour appuyer le départ, la démarche et les travaux de ce conseil, dans lequel on va avoir 1,5 million pour la première année au niveau des opérations et de la mise en place et un fonds de dotation de 125 millions pour les opérations de ce conseil. Donc, écrit dans la loi et en plus attaché au budget de 2019. Alors, il est clair qu'on n'est pas en mesure de savoir dans la première année quels sont les coûts, combien. Je pense qu'on doit faire ici confiance à ceux et celles qui ont l'expertise et qui ont déjà géré des plus gros fonds que le 126 millions dans un travail similaire pour une fondation similaire, qui touche les peuples autochtones. Alors, cette confiance-là est bien sûr important aussi. Merci aux questions qui ont été posées de la part de mes collègues lors du passage du ministre. Alors, le ministre ici, Anand Dazangaran, s'est engagé à un financement supplémentaire si une telle demande du Conseil était déposée, et je vais le citer.
Alors, dans ce cas particulier, l'une des principales recommandations de la Commission de vérité et réconciliation est que le Conseil soit indépendant. Il serait indépendant du gouvernement, ce qui signifie qu'il ne dépendrait pas du gouvernement. Le montant initial de 125 millions de dollars est un investissement important dans un fonds de dotation qui assurera au Conseil la capacité de fonctionner d'une manière robuste dès le départ. Maintenant, au fur et à mesure que le Conseil sera mis en œuvre et que celui-ci élaborera un plan d'action et déterminera la portée des travaux et l'exigence budgétaire, nous devons être ouverts à l'idée d'augmenter le financement. Pour ma part, je peux vous assurer qu'il en est de même pour le gouvernement. Je répondrai à cet appel. Comme point de départ, 125 millions de dollars, c'est une somme importante. Vous en conviendrez et qui permettra de démarrer. Au fur et à mesure que le plan de travail sera élaboré et mis en œuvre, nous serons certainement ouverts à d'autres conversations. Et je m'engage personnellement à appuyer un financement supplémentaire au besoin. Ensuite, fin de la citation. On a écouté les représentants des organisations politiques. Et vous vous rappelez certainement qu'au printemps dernier, Inuit Tapari Kanatami, ou ITK, ou ITK en français, a soulevé certains enjeux avec les organisations détentrices de droits, qui ont comme mandat et qui travaillent déjà à la réconciliation de droits, à la réconciliation et aussi à préserver l'intégrité des mécanismes bilatéraux en place. Alors, je dis merci à mon collègue, le sénateur Patterson, qui a travaillé avec eux, puis le gouvernement, pour proposer des amendements. Nakumik, thank you, pour les travaux que vous avez faits. À travers nos relations dans mon petit, magnifique bureau, on a essayé aussi de comprendre avec ceux et celles qui font partie du comité de transition et les bureaux politiques, de s'assurer, comment on peut vous assurer que ce conseil n'aurait pas et ne devrait pas avoir le rôle de, quand un gouvernement décide de consulter, d'aller cocher « j'ai consulté une organisation autochtone ». Non, que ça ne fait pas d'ombrage au travail important que vous avez entrepris avec les gouvernements, dont le gouvernement fédéral. Super important. Alors, merci pour les amendements proposés à cet effet. That said, the amendment adopted by APA committee recognized that the Council will not take place of existing relationship of nation-to-nation, Inuit-Crown, or government-to-government relationship. Very important. Alors, this Council will be entirely different than the permanent bilateral mechanism and the relationship already in place. It will not be an agent of the Government of Canada. Très important. It will be a non-political body led by strong Indigenous leadership which operate independent of government and monitor progress towards reconciliation. So the Council, in this sense, must be, within 3 months after the end of each fiscal year, submit to the Minister of Crown Indigenous an annual report on the state of reconciliation and its recommendation. So, within 60 days of the release of this report, the Prime Minister must, on behalf of Canada, Government of Canada, respond to the report by publishing an annual report on the state of Indigenous people that outlines the Government of Canada plans for advancing reconciliation. La question reste à savoir. Comment le Conseil obtiendrait l'information dont il a besoin pour s'acquitter de ses tâches et de son mandat a, elle, été aussi soulevée. Le projet de loi C-29 fournit des directives claires à cet effet. Ce qui veut dire ici, le projet de loi obligerait le ministre des Relations couronnes autochtones, en collaboration avec le Conseil national, à élaborer des protocoles de données ou un protocole de données selon lequel le gouvernement du Canada divulguerait les renseignements au Conseil. Le projet de loi C-29 prévoit l'élaboration de ce protocole dans les 6 mois suivant sa constitution.
Un tel protocole permettrait de coordonner et de simplifier la communication des renseignements provenant de plusieurs ministères fédéraux, tout en respectant, bien sûr, les dispositions de la loi sur la protection des renseignements personnels. Il y a des précédents qui existent au Québec, alors quand nous avons des lois et des protocoles, beaucoup de gens peuvent enfin prendre le chemin de la guérison. C'est un autre sujet. Et si le Conseil avait un intérêt ou des intérêts avec une province ou un territoire, elle aurait la capacité, bien sûr, et la latitude de négocier d'autres ententes. Alors, chers sénateurs, la responsabilité que nous avons, c'est sûr que c'est de donner un coup de plus, un pas de plus pour s'assurer qu'on puisse célébrer ou apprendre ou réagir de ce qui se fait ou de ce qui devrait se faire. Et l'importance aussi de cette indépendance de ce Conseil est un principe fondamental, très important, où le ministre, encore une fois, lors de l'étude, le ministre Ananda Zangrin, nous a rappelé que son gouvernement, c'est important pour que le rôle de ce Conseil soit indépendant. Alors, en conclusion, chers collègues sénateurs et sénatrices, il y a du monde qui nous marque des fois. Il y a des gens qui nous touchent. Mais il y a aussi ceux et celles qu'on aime. Et je me souviens de cet homme, M. J. Launière-Mathias, qui a fait partie d'une marche l'année passée pour rencontrer le pape de Machtouillas jusqu'à Québec. Et il nous a rappelé très gentiment que ramener le message à l'essentiel est celui de soutenir les survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Notre collègue et amie, sénatrice Greenwood aussi, va avoir des paroles qui m'ont touchée, et je la cite. « Parfois, le but est déjà là. Il est déjà là, le but. L'objectif, c'est d'aider les survivants et de mettre en avant le cadeau qu'ils nous ont fait lorsqu'ils ont raconté leur histoire. Colonization is interwoven in this country. Social, economic, political, and cultural fabrics. Untangling it and repairing the wrong caused by its legacy won't be an easy task. No, but we need to do it. And we need to acknowledge that many of us already started that. As we debate this legislation before us today, I urge, with love, of course, my colleague to maintain their focus on the clear path in front of us, advancing reconciliation. Advancing reconciliation. This bill is an important step along this journey. It responds directly to four calls to action from the Truth and Reconciliation Commission. It commits also, where it's very important, Canada to taking meaningful action year over year. Not only 1 year, but year over year on initiatives that bring us further along in our journey of reconciliation. We have an opportunity here through this legislation to fulfill a vision and make good for a significant part here in this chamber, but of course across Canada, across this big, big place, Turtle Island, Canada, l'endroit où j'habite. By creating this National Council for Reconciliation is overdue. It will also, I guess, bring more and more people to read or to embrace the reports that comes every year. Even the national political organization, they might use it, or they might add some, or they might say, no, not this time. But that's normal. That's normal. In my world, we're all not the same, and that's what makes us special and powerful. Alors, je vous dis ici en français une citation encore de M. Case, toujours du comité de transition, pour ceux et celles qui ont vu le travail du perlage sur son manteau. Et il nous dit, je cite, « Je suis assez bon dans le travail des perles. » Pour une perleuse, je peux vous dire qu'il est incroyable. Et je regarde ma veste, dit-il,
Puis, est-ce qu'elle est parfaite? Pas toute. Elle n'est pas du tout parfaite. Il y aurait des choses que je pourrais améliorer. Mais toutefois, cela ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une magnifique veste et qu'elle ne devrait pas être portée en public et bien paraître. Sur une note personnelle, je vous dirais, on parle aux gens qu'on aime pour voir quel impact que ça peut avoir, quelle modification ou je suis à bonne place, maman, sur ce projet de loi-là. Alors, Nihabet, c'est une femme qui est née dans le bois, une femme qui n'a pas connu les hôpitaux. Elle va naître dans le bois, va même faire partie de ceux et celles qui ont quasiment laissé leur vie, leur peau, à cause des grandes familles que notre peuple va connaître dans le territoire, le Nitassinan. Mais sa mère, qui est nomade, va lui dire, « Nihabet, tu t'en vas à l'école. Tu dois être éduquée. Tu vas être la seule dans la famille à être éduquée. » Et on parle des pensionnats à cette époque-là. C'est ma belle-mère. Elle a 82 ans. Et le fait de vivre les pensionnats va amener une coupure drastique qu'on connaît, qu'on a entendue et qu'on voit. Une coupure tant dans son intégrité, dans sa dignité ou en tant que famille, nous, mais aussi avec ses fils, avec ses enfants. La même chose pour ma mère, Evelyne. La même chose. Tu vas à l'école, tu vas aller là, puis tu vas rester là. Alors, elles vont vivre, comme des milliers de personnes, des sévices et des situations. Mais quand le pape est venu l'année passée, quand il est venu, il y a quelque temps, à tous les jours, j'étais avec elles et je leur disais, pour certaines, je veux rien savoir des excuses, et pour une autre, c'est enfin, j'entends quelque chose. Et à la fin de la visite, les deux femmes vont me dire, finalement, pourquoi à lui seul il doit porter ses excuses? Pourquoi le Canada ne met pas en place? Et je leur dis, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent, maman, ou non hukwish. Et tout ça pour vous dire que le 30 septembre dernier, parce que nous avons légiféré là-dessus, parce que nous avons amené une société à se mobiliser, des gouvernements à se mobiliser autour d'un projet de loi qui est devenu maintenant dans notre culture au Canada, de mobilisation, d'éducation et d'empowerment. Vous allez au centre d'achat, vous allez partout, et vous voyez des gens qui ne sont pas issus d'une nation ou d'un peuple inuit ou métis qui vont porter fièrement le gilet orange. Et une pédagogie se fait autour. Alors, à partir de là, les deux femmes me disent, c'est beau de voir les gens marcher avec nous. Ça aurait dû être là, ça fait longtemps, mais c'est beau. Dis-leur merci. Alors, je vous dirais, ce sont des petites paroles comme ça qui me permettent pour moi de dire, ça vaut la peine de venir ici à tous les jours parce qu'il y a du bon monde. On n'est pas toujours d'accord, mais sur certaines choses, ce sont nous qui va porter ce message-là au nom des femmes et des hommes qui ont vécu ces histoires atroces, mais qui ont aussi, comme moi, beaucoup d'espoir. Je suis une personne très optimiste. Si vous m'aviez vu avant, peut-être moins, mais en vieillissant, une certaine sagesse arrive. Optimiste, et ce, peu importe les traumatismes multi- ou intergénérationnels, j'ai de l'espoir et de la détermination. Alors imaginons si nous avions une approche concertée, coordonnée à travers le pays, comme bien des gens vont faire dans des communautés ou dans des milieux un peu partout sur des belles initiatives de ce qui se fait pour qu'on se rapproche, qu'on apprenne à se connaître et à se mobiliser ou à marcher ensemble pour une réconciliation. C'est comme ça que moi je le vois, ce Conseil national, qui va nous permettre à faire un pas de plus et à être meilleurs. On a le droit d'être meilleurs. Et moi, pour moi, je vous dirais, pour terminer, là, la petite perle que je vous déposais quand j'ai fait mon discours inaugural dans cette partie du Sénat, bien, je vous en dépose une autre encore aujourd'hui. À vous de la ramasser, à vous de la prendre ou de juste la regarder, je vais respecter. Mais elle va répondre à des appels à l'action. Et on devrait se faire un cadeau. We need to do more, we need to go further, and we need to build this together. So I hope you will support this bill. To my mom and to my mother-in-law. Merci. Merci. Senator